Au moment où j'ai dit sur LinkedIn que je me lançais à mon compte, paf, pour moi c'est ultra important de toujours essayer de répondre. Je trouve que ça se trouve on peut apporter quelque chose pour 3 000 euros, tu vois. Ça serait dangereux de confier un projet médical à une société qui fait pas de l'informatique médicale. Mais des fois, quand j'ai réussi à faire une librairie qui va nous faire gagner vachement de temps sur plein de projets plus tard, ouais, je suis fier de moi. On s'est posé cette question il y a quelques mois de peut-être retourner au salariat. Et en vrai, Bienvenue dans La Cave, le podcast qui explore les métiers et projets qui transforment le monde de la tech. Je suis Pascal Maria et aujourd'hui, je reçois Adrien Grillet. Créer un logiciel médical, ce n'est pas que coder, c'est porter une responsabilité. Adrien l'a très bien compris et il développe pour la santé depuis plus de 15 ans. 15 ans à construire des logiciels pour des cliniques. Mais progressivement, le terrain change. Les normes explosent. Les certifications coûtent des centaines de milliers d'euros. La conformité prend le pas sur l'innovation. Son équipe est dissoute. Beaucoup recherchent un nouveau poste. Mais lui choisit que c'est le bon moment pour se lancer. Mais pas n'importe comment. Tout d'abord, pas en freelance. Il ne veut pas du tout créer une agence. Il veut être un CTO externe. Un chef d'orchestre qui, avec ses connaissances, va construire les meilleurs produits médicaux. Simple, robuste et vraiment utile. Pas de process lourd, pas de complexité pour impressionner, juste du code lisible, des décisions pragmatiques et une obsession, servir le terrain. Dans cet épisode, tu vas découvrir pourquoi la réglementation peut freiner ou renforcer l'innovation, comment piloter des projets tech sans lourdeur organisationnelle, pourquoi dupliquer du code peut être un choix stratégique et comment savoir quand c'est le bon moment pour se lancer. Allez, bonne écoute. Et salut à tous, bonjour Adrien, est-ce que tu vas bien ? salut Pascal, ça va et toi? Bah moi, très très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Et on va commencer direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Bonjour tout le monde. Du coup, moi, je m'appelle Adrien Grillet. J'ai 39 ans. J'habite sur Bordeaux avec ma compagne Amélie et mes 2 enfants, Charlie et Léon. Du coup, moi, je suis dans la tech depuis un peu plus de 15 ans et spécialisé dans le domaine du médical. On en parlera si tu veux tout à l'heure, mais Avec ça plaisir. implique pas mal de petites choses qui reviennent sur chaque projet, des petites choses embêtantes comme l'hébergement de données de santé, les connexions aux plateformes de l'État, mon espace santé qui doit parler à quelques-uns ici. Et du coup, spécialisé là-dedans, j'étais salarié pendant 15 ans et j'ai monté ma structure il y a environ 3 ans, en 2022. Dans cette structure, ce qu'on fait, c'est j'interviens généralement en tant que CTO externe pour des entreprises qui n'ont pas la taille ou pas la volonté d'avoir un CTO en interne. Ok. Et la particularité, c'est que je m'entoure de freelance. Je travaille exclusivement avec des freelances et on répond aux projets comme ça, à chaque projet avec son lot de freelance différents pour être au plus proche du besoin du client. Comment toi tu as commencé à aller dans l'informatique ? Alors en fait, au début, c'était pas gagné d'avance. Après mon bac, j'ai eu le choix entre faire une fac de sport et faire de l'informatique. Enfin, et faire une école d'ingénieur. Et du coup, je suis parti sur l'école d'ingénieur, enfin, plus précisément sur une prépa. D'accord. Et ça a pas marché. Voilà, je dois avouer que j'ai profité de mon année aussi, beaucoup. Donc ça a pas super bien marché. Et du coup, j'ai fait un DUT en électronique. Et seulement après ce DUT, j'ai intégré une école d'ingénieur, Polytech Paris Sud, en informatique. Et ça t'a apporté des choses ton parcours un peu dans l'industrie avec l'électronique ? Ouais, je pense que ça m'a apporté des choses. Moi, j'y trouve beaucoup de similarités, en fait. On construit. Que Exactement. ça soit en électronique ou en informatique, on construit. Et pour de vrai, mes premiers développements, je me rappelle plus c'est quoi le nom du langage, mais on développait du code avec des petites boxes qu'on reliait avec des fils, D'accord. comme une carte électronique, Non mais la ça c'est même. trop bien. Ouais, ouais. Ce que ça m'a apporté aussi, c'est que quand tu es avec du hardware, c'est dur de développer. Quand tu passes sur du développement web, ça va vite.
t'as le résultat tout de suite. Exactement. Les hot Exactement. reload, etc. C'est magique. C'est vrai. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Parce que faut faire attention à la taille de la mémoire, faut faire attention aux signaux que t'envoies, faut pas vider les batteries, parce que des fois t'es sur batterie, t'es pas vraiment sur courant continu. Donc, effectivement. Ouais. Et T'as- puis j'ai eu mes meilleurs bugs avec le hardware. C'est Ah oui? Comme quoi? le meilleur de tous, c'est on avait un bug tous les soirs environ vers 18h à peu près. On avait le même bug. Il s'éteignait. Et on devait aller. Non, il y avait un bug sur l'applicatif Ok. et il était lié. À l'époque, on faisait une machine qui scannait des puces à ADN, D'accord. déjà dans le domaine du médical, Ok. pour détecter des maladies comme le H1N1 ou des trucs comme ça. Et du coup, il s'est trouvé qu'à 18h, à chaque fois, il y a quelqu'un qui éteignait la lumière et ça faisait une baisse baisse de tension sur le circuit qui avait un impact sur notre code. Et celui-ci, avant de le trouver, ouah, ça a été très dur. Derrière, tu savais que tu voulais être développeur? Ouais, je savais que je voulais être développeur. Cette possibilité de pouvoir créer, franchement, j'essaie de le transmettre, mais moi, ça me fascine. Le fait que tu prends un bloc-notes, tu tapes quelques lignes et tu produis quelque chose. C'est juste magique, en fait. Exactement. Toi, t'as commencé sur quel langage? C++. C++? Ouais. Ah oui. Donc, c'était un peu plus compliqué, lui, Un peu plus compliqué. Mm. Mais ouais, tout de suite, on pouvait créer des choses en partant de rien. C'était top. Et du coup, premier boulot dans la boîte dans laquelle je suis resté une quinzaine d'années. Avec- Informatique médicale. C'était ton stage? C'était ton stage là-bas ou? Non, c'était pas mon stage. Moi, j'ai fait une alternance. Super l'alternance, du coup, sur le campus de Polytechnique Ok. à Paris. Et justement, c'est là qu'on développait ces puces ADN, vraiment accès à avec du matériel de folie, le rêve pour développer, pour travailler, super top. C'est quoi une puce ADN? C'est un peu les prémices de l'IA et ça nous injecte des choses chez nous. Non, c'est une puce, ça s'appelait puce ADN, mais c'est une puce sur laquelle on vient déposer des brins d'ADN et après on contrôlait une machine qui venait filmer cette puce sur laquelle, en fonction des réactions lumineuses, on pouvait déterminer si ça avait réagi ou pas réagi. Ah, d'accord. D'accord. C'est pour détecter un peu des maladies ou C'est ça, c'est pour détecter des maladies. Ouais. détecter des maladies. D'accord. Ok. Ah oui. Ouais, c'est déjà assez costaud comme. Alors moi, je m'occupais pas de toute cette partie. Hein. Moi, je contrôlais, je faisais le programme informatique qui contrôlait la machine. D'accord. Et tu devais travailler peut-être avec des professeurs, C'est ça. des médecins aussi. C'est ça. Ok. Pas mal de personnes en traitement d'image, parce que du coup, c'était une application de traitement d'image. On avait une caméra très forte résolution qui venait filmer cette puce ADN. D'accord. Et du coup, des chercheurs en traitement d'image pour analyser, regrouper les données, etc., pour essayer de déterminer. Et en sortir, voilà, peut-être un algorithme qui ressemble et qui correspond aussi à une maladie, non? C'est ça. Alors, je suis pas. Ok. Ouais, je contrôlais la machine. C'est noté. Trop bien. D'ailleurs, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises sur les puces ADN, mais bon, c'est le concept en général, quoi. Si vous n'êtes pas d'accord, merci de nous envoyer un message et après on rectifiera. Ou on vous interrogera dans le prochain podcast. Ok, très bien. Donc là, en fait, tu as fait ça en alternance. J'ai fait en alternance pendant 3 ans. Ok. Super l'alternance. Vraiment, ça te permet de taffer direct, de te rendre compte c'est quoi le taf. À quelle sauce tu vas te manger plus tard? Et j'ai cherché du boulot à la sortie de mon alternance. C'est un peu moins ça maintenant, mais à l'époque où il y avait Monster. Ah oui, mais je crois qu'il y est toujours, non? Je sais pas. Et du coup, j'ai dû avoir 20-30 appels le premier jour. Ah oui, pas mal. C'était l'époque où tout le monde cherchait des développeurs, quoi. Et du coup, ma première boîte, je suis resté 15 ans. D'accord, donc Ouais. là, tu sors de l'école, fraîchement diplômé avec tes 3 années d'alternance. C'est ça. Tu trouves une entreprise et tu restes 15 ans. Donc là, comment ça s'est passé? Tu es entré en tant que développeur et tu es évolué au fil de l'eau? C'est ça. Je suis entré en tant que développeur. Du coup, au tout début, j'ai fait un peu de full remote avant l'heure parce qu'on est parti un peu avec ma compagne vivre en Australie et en Thaïlande. Trop bien. Ça, Et c'est en quelle année, ça?
Ouf, je suis pas fort avec les années. Je vais Aïe, dire des bêtises. aïe, Je vais aïe, aïe, aïe. dire des bêtises. Peut-être 2009. 2009? OK. 2009. Parce que j'étais aussi en Australie en 2009. On a pu se croiser, probablement. Et du coup, après, je suis rentré et il se trouve que quelques mois après que je sois rentré, la personne qui était à la direction de l'équipe, donc c'était une équipe de 5 développeurs, a quitté le job et on s'est organisé dans l'équipe à savoir qui voulait prendre la place. Et j'étais chaud, mes collègues étaient plutôt dans le domaine de l'expertise que de gestion de planning, etc. Du coup, j'ai pris ce rôle-là et j'étais responsable de l'équipe. Il y a pas de les termes CTO, etc. C'est un peu compliqué à définir, c'est en fonction de la boîte. C'est vrai, ou Donc, la taille, ouais, exactement. donc j'étais responsable de l'équipe et on bossait pour un fonds d'investissement qui avait plusieurs cliniques en interne. Et du coup, nous on développait le dossier médical des cliniques. Donc le dossier médical, c'est le dossier qui est rempli par les infirmières, les médecins et les aides-soignants quand on va dans une clinique ou à l'hôpital. C'est là qu'on note toutes les informations sur le patient. Et c'est sur cette plateforme-là aussi qu'on fait les prescriptions médicamenteuses, qu'on ressort les ordonnances. Et D'accord. et voilà. Et Ça, tout ça. ça n'a rien à voir avec la carte vitale, hein. C'est pas relié. C'est vraiment quelque chose qui est propre à la clinique ou à On l'hôpital. se sert de la carte vitale pour identifier D'accord. la personne qu'on a devant nous. OK. Mais c'est pas enregistré au niveau de la carte vitale. D'accord. Donc c'est un système propre à la clinique où tu dois tout monter, avoir un système où tu peux stocker les datas. C'est Et... ça. OK. Beaucoup d'enjeux parce que du coup les cliniques, plus récemment il y en a un paquet qui s'est fait attaquer. Ah oui, Du ouais, coup oui. ils ont des DSI de folie pour que tout soit très sécurisé. J'interviens encore sur des logiciels de clinique. Mm. À chaque fois que je veux un accès pour corriger un bug ou à faire une amélioration, OK. je suis obligé d'envoyer un mail, demander un accès, ils m'ouvrent l'accès pendant 48 heures. D'accord. Je fais mes modifs et ça a intérêt à marcher parce qu'après ils te coupent l'accès, donc si ça marche pas, Ah c'est oui. pareil. Ah la vache. Donc voilà. OK. Donc toi, c'était quoi les choses ce que t'aimais faire en fait pendant ces 15 années à travailler dans le médical en tant que salarié? Moi, c'est quelque chose que je fais que j'aime faire encore, c'est répondre à un besoin du terrain. D'accord. Pas j'adore, je suis un geek, hein, j'adore la tech, etc. Mais le plus important pour moi, c'est de réussir à satisfaire un besoin client. Tu vois, un truc qui est chiant, qui est long à faire. Si tu peux le rendre, si tu peux rapide ou même que ça soit fait automatiquement, tout le monde est content. Carrément. Et dans le domaine du médical, une infirmière qui passe moins de temps à utiliser un logiciel, ça veut dire qu'elle passe plus de temps avec son patient. D'accord, carrément, ouais. Et ça, c'est cool. J'avoue. Donc là, tu vois comment dire, c'est un effet immédiat et tu le vois directement. Donc tu vois qu'elle a plus de temps et puis même elle peut être même un peu plus contente et te le dire. Donc toi, t'aimes résoudre les problèmes. Est-ce que tu travaillais avec un product manager, un product owner? Non, à l'époque, on bossait pas avec un product manager. Par contre, j'avais à disposition un médecin du groupe de clinique et un infirmier. Le médecin bossait 2 jours par semaine quand même avec nous, l'infirmier un peu moins, et du coup, on pouvait concevoir et tout tester ensemble. Donc ça, c'est vraiment super d'avoir un médecin à disposition. C'est top. Et lui, il était salarié Salarié de l'éditeur. de l'éditeur. Ah, d'accord. Et il faisait plus Si, il faisait encore du terrain. du terrain? Il se D'accord. trouve que l'éditeur travaille pour le même fonds d'investissement qui possédait les cliniques. D'accord. Donc, il travaillait pour la Il même travaille. personne. Ok. Donc, voilà. Ah, c'est intéressant tout ça. D'accord. Donc là, à la fin de tes 15 ans, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe du coup, ta sortie de ces 15 années? C'est quand même une grosse expérience pour une même entreprise. Ouais, on s'est éclaté pendant 15 ans. On a une équipe qui est montée à 7 personnes, qui est redescendue sur la fin. Je pense qu'on était plus que 5. Et en fait, il se trouve que le domaine de la santé, ça a beaucoup évolué en 15 ans. Quand on a commencé, on pouvait faire un peu tout ce qu'on voulait. Il n'y avait pas vraiment de normes qui existaient, pas de réglementation. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de réglementations, de plus en plus d'exigences de l'État pour produire des outils médicaux. Et c'est normal, c'est une bonne chose.
Il y a eu des erreurs il y a quelques années sur une erreur de 0 sur des injections ou des choses comme ça. Il faut mieux éviter que ça arrive. C'est assez important. Et du coup, il est devenu de plus en plus dur pour les cliniques du groupe de porter le poids des développements toutes seules. Si on, par exemple, si on fait un logiciel médical qui aide à prendre des décisions pour les médecins, il faut que ce logiciel soit certifié dispositif médical. D'accord. Et la certification de dispositif médical, c'est quelque chose qui peut prendre 6 mois et coûter pas loin de 500 000 €. Waouh! Et du coup, quand tu as 4 cliniques dans le groupe, les 4 cliniques doivent se porter le poids de la certification. Chaque clinique? Non, Non, on divise les 500 000 en 4. en 4, d'accord. Mais donc ça fait cher. Ah bah complètement, oui. Quand tu as 300 clients, tu le divises par 300. Ah bah oui, donc c'est beaucoup plus absorbable. C'est beaucoup plus absorbable. Donc à un moment, les cliniques, elles ont dit ouais, ça coûte trop cher. Franchement, ça coûte trop cher. Et ils ont décidé de partir sur une solution du marché. D'accord. Voilà. Et du coup, cette solution du marché, ça veut dire la fin de l'équipe de développement. Donc vous l'avez appris comme ça. Et comment ça s'est passé un peu et comment vous avez dû vous recycler? On l'a vu venir parce qu'on D'accord. voyait que de plus en plus d'exigences, de plus en plus de taf pour réussir à suivre ces exigences. Et du coup, sur la fin, c'était de plus en plus difficile de trouver un équilibre entre les nouveaux développements, du fonctionnel et des exigences réglementaires. D'accord. Et donc là, on atteint un point où justement, moi, ça me plaît moins. On passe plus de temps à faire de la tech pour du réglementaire que pour résoudre des problèmes du terrain. Et c'est quoi un exemple de développement réglementaire? Un exemple de développement réglementaire, par exemple, les cliniques sont subventionnées si elles envoient des données dans le DMP. Maintenant, ça s'appelle Mon Espace Santé. D'accord. Normalement, vous avez tous un Mon Espace Santé. Voilà. Et du coup, il faut savoir les cliniques sont subventionnées si elles envoient des données dans Mon Espace Santé. Et du coup, ça veut dire se connecter à des plateformes de l'État pour envoyer des données. Les plateformes de l'État, c'est pas les plus au point au niveau tech. Franchement, faut taffer. Il y a pas énormément d'explications. OK. Et il y a des délais administratifs qui sont fous. Il faut plusieurs mois pour passer les différentes phases. Il faut d'abord développer, aller après dans un bac à sable, être plusieurs mois dans le bac à sable et voir que tout marche bien, passer au niveau d'au-dessus, etc. OK. Donc ça, voilà, ça fait partie des développements qui sont assez D'accord, durs. c'est fastidieux et pour une plus-value qui est pas non plus énorme. C'est ça. Il y a un avantage à Mon Espace Santé, c'est-à-dire que quand tu enregistres des éléments sur ton espace santé, ils sont purs, c'est-à-dire que c'est un professionnel qui les enregistre. D'accord. Et quand un autre professionnel vient les lire, il a pas ta traduction à toi de ce qui s'est passé. D'accord. C'est comme si, tu vois, le médecin, il te posait la question, alors qu'est-ce qu'il vous a dit le cardiologue? OK. Toi, tu lui racontes un peu, tu lui racontes ce qui te passe par la tête, tu vois, Oui. ce que tu as compris de ce que t'a dit le cardiologue. Et là, c'est vraiment de médecin à médecin, quoi. Voilà, là, c'est de médecin à médecin, et il lit le compte rendu du cardiologue. OK. Et donc, ça permet d'aller un peu plus vite. OK, trop bien. Donc là, toi, tu fais ça, toi, ils t'annoncent ça, tu sens que ça vient, du coup, ils te disent, bon, bah, on termine, c'est fini cette équipe, on arrête? Ouais. Il y a du coup, il y a une proposition d'une autre boîte de dev dans le médical pour reprendre toute l'équipe. Ah, Voilà. d'accord. Il se trouve que les négociations n'ont pas abouti. Du coup, personne n'a été repris. Mais moi, ça faisait déjà 1 an ou 2 que je faisais des petites missions, un petit side business avec des copains, des sites web, du WordPress, des petits développements, un peu plus évolués déjà, de temps en tant que freelance, auto-entrepreneur à côté de mon salariat. D'accord, mais ça avait rien à voir avec le médical, mais c'était voilà. Rien à voir avec le médical, non. Des sites de voyage, de Ah, café, etc. Et du coup, franchement, je voyais ça, je partais, au moment où ça fermait, on avait une situation familiale qui était plutôt stable.
Ma compagne avait un bon boulot. J'allais partir avec le chômage, une prime de départ. Franchement, si je me lançais pas à ce moment-là, Tu sais, ouais, je me serais jamais lancé, tu ça vois. n'a jamais lancé, exactement. Trop bien. Donc là, tu te lances directement. Donc là, tu te dis, toutes les planètes sont alignées. Et tu démarres comment tu fais pour démarrer? Et ben en fait, je commence à en parler autour de moi. Comment je me lance? J'en parle autour de moi et tout de suite, une personne pour qui j'avais fait un petit projet me dit: «Bah, ça m'intéresse Adrien justement, on a un projet à monter et un gros projet, quoi». Ah ouais? Et je dis: «Bah, ouais, c'est trop cool». Et du coup, le jour où j'ai arrêté, j'ai commencé immédiatement, le projet d'après. Donc ça, c'était un projet pour, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Ou une plateforme d'éducation thérapeutique. Donc, l'éducation thérapeutique, l'idée, c'est de prévenir des maladies avant qu'on ait besoin de fournir des médicaments et de les traiter. Pour le pour le coup, là, c'était une plateforme sur, le surpoids et l'obésité. Ça s'appelle Impulse ETP et l'idée était de faire des séances d'éducation thérapeutique en visio pour qu'on puisse faire ces séances un peu n'importe où, et à n'importe quel moment. L'éducation thérapeutique de base, l'idée, c'est de se retrouver dans une salle entre pairs, de discuter de nos problèmes avec un animateur pour discuter et trouver des solutions ensemble. Euh, le Covid a mis un sacré coup au fait de se retrouver ensemble dans une salle. Et, Exactement. et de là est sorti que donc ils ont fait des premières séances en visio et ils se sont rendus compte en fait que on pouvait toucher beaucoup plus de monde. Parce que se retrouver dans une salle à 15 heures pour discuter de son problème, de sa pathologie, ben si tu travailles, si t'as une vie de famille un peu chargée, c'est pas forcément possible. Exactement. Du coup, le projet de l'ARS Impulse ETP, c'était et c'est toujours d'apporter justement cette éducation thérapeutique quand tu veux et où tu veux. Donc faire une séance en visio depuis chez toi, faire du e-learning pour pouvoir le faire tout seul et apprendre quand même. Donc ça, super projet et que j'avais signé avant de finir mon salariat et qu'on a commencé immédiatement. Énorme. Et sinon, l'annonce sur LinkedIn. J'ai dit, au moment où j'ai dit sur LinkedIn que je me lançais à mon compte, paf, un médecin avec qui j'avais bossé pendant 15 ans, qui était salarié de la boîte d'avant, m'a dit: «Bah, Adrien, moi je monte une clinique du sommeil à La Réunion, j'ai besoin d'un logiciel de consultation, est-ce qu'on peut bosser ensemble?» Du coup, attends, mais tu pars en freelance ou tu dis que t'annonces que tu vas être freelance et là, tu as un amoncellement de propositions? Ouais, enfin 2 quoi, 2 Ouais, pro 2, 2. mais ouais, Mais pardon. c'est trop cool. Mais sur Oui. le coup, je fais: «Bah, ouais, franchement, j'ai bien fait». Tu vois? Je me dis: «C'est trop bien». Mais tu as fait quoi? Tu as choisi les 2? Tu en as pris une? J'ai choisi les 2. Ah, tu as Après, choisi les 2? j'ai choisi les 2. Le truc, c'est que, je bosse jamais tout seul. Donc c'était pas un souci, tu vois, de prendre 2 projets. C'est pas grave, au pire, on fait travailler plus de monde. C'est pas un problème. Et du coup, sur les 2 projets, à chaque fois, du coup, moi, plutôt en position de CTO, et après, un développeur front, un ou 2 graphistes ou un autre développeur front, et ça roule. Donc là, toi, tu reçois les projets et tu les scopes un peu avec les médecins, avec les parties prenantes et après tu délègues. Mais tu fais aussi une partie? Non, je bosse beaucoup dessus. Ouais, je OK. bosse beaucoup dessus. Je dev à fond. Je Ah, dev tu à dev à fond. fond. Je dev à fond. Mais OK. en effet, au début, je scope. Il faut savoir que, pour l'instant, j'ai jamais réussi à scoper parfaitement un projet au moment où on l'a lancé. Ah, mais ouais, mais c'est pas facile, Tu vois? hein. On Oui, est oui. sur, on va dire des projets moyens en taille et le client, il sait où il veut aller. Dans le sommeil, il sait je fais un logiciel de consultation dans le sommeil Et comment et tu ça s'arrête à peu près là, tu vois? La ah oui, description. c'est un ticket bien écrit, hein, bien défini. Et du coup, ben, on discute. C'est qu'est-ce que tu entends par logiciel de consultation? Est-ce que tu as des références à me faire voir? Et on creuse ensemble. On fait du produit, en fait. D'accord. Mais ça, c'est un temps où tu es rémunéré, non? Ou Ah non, j'ai fait des projets où j'ai creusé ça et les projets sont pas faits, donc j'ai pas été rémunéré. Mais
Ah, ne sont pas ah d'accord, ah oui, Ouais, il y a des projets où j'ai bossé une semaine, à essayer de définir qu'est-ce que c'était, d'accord, poser des questions, rencontrer des gens pour voir ce que c'est, tu vois? Et à la fin, ça va pas, quoi. d'accord. Donc en fait, ça va pas avec, quoi, c'est quoi qui va pas, finalement? Le projet qu'on n'a pas décroché là, je pourrais pas te dire parce que le gars, il a jamais répondu. Il y a un Ah moment, oui, ah oui, voilà. c'est pas, alors que tu as dépensé une semaine dedans, c'est pas très Donc je sais pas trop pourquoi alors OK. peut-être c'est peut-être un problème perso, donc je vais pas le juger, tu vois? Ah bah, oui, 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 oui. Mais la personne n'a pas répondu, mais de toute façon, il y a un moment, j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'on arrive à répondre à la question. OK. Il y a forcément un moment une question de prix. Moi j'essaie d'annoncer une fourchette très rapidement, histoire de Ah oui, pas, tu vois? Mais oui, oui, est-ce que c'est un logiciel à 10 000 balles, à 100 000 ou à 200 000, tu vois? Enfin, exactement, ouais. voilà, un ordre d'idée. Comme ça, au moins directement, il sait que si c'est 100 000 pour lui, peut-être que c'est Ouais. un élément bloquant. Ça m'est déjà arrivé, hein, de discuter sur un projet et je dis: «Bah, ça, c'est un projet qui tourne entre 30 et 50 000 € parce qu'il y a du Mmh. taf et tout». Et la personne en face, elle me dit: «Ah, je pensais plus que ça allait coûter 2 000 – 3 000 €». Ah oui, Voilà, et bah du oui. coup, à ce moment-là, bah, c'est pas utile de continuer, même si, pour moi, c'est ultra important de toujours essayer de répondre. Oui, Je trouve qu'on peut, ça se trouve, on peut apporter quelque chose pour 3 000 €, tu vois? quelque chose en automatique, Quelque chose de différent, de de plus différent, simple, de plus simple, oui. Sans interface graphique, c'est mais ça. avec, des, connexions, des choses par mail et cetera. Donc Oui, oui, oui. moi, j'aimerais bien pouvoir toujours répondre. Il y a un moment où le gap entre ce qui est attendu et ce qu'on peut réaliser pour le prix est trop élevé. Dans ce cas-là, on peut pas répondre. Et tu demandes pas le budget à la ah ouais, parce qu'après c'est tellement compliqué que tu peux pas demander le budget dès le début, quoi. Ah, c'est dur d'avoir un client qui tu demandes, «C'est quoi ton budget?» Oui, OK. Tu vois? C'est un peu une négociation, c'est Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est plutôt, lui, il me dit: «Bah, combien ça coûte?» Mmh, mmh, mmh. Parce que je pense qu'il y a cette peur si on te dit le budget, on te dit: «Il y a 100 000 €», bah, Ouais, ouais, je j'ai vais cent demander mille. 100 000, tu vois? Ouais, oui, je comprends. Et du coup, c'est dommage. Moi, avec des personnes avec qui j'ai plus confiance, on a déjà établi une relation, ils savent comment je bosse, ils me donnent leur budget OK, et du coup, je te dis: «OK, on voit ce qu'on peut faire dans ce budget». d'accord. Et du coup, toi, comment tu arrives à récupérer des clients? Parce que tu m'as dit que c'était aussi, là, les 2 premiers clients que tu as eus, c'était via le réseau, principalement LinkedIn. Pour les autres et pour les autres projets, comment ça se passe? Après, j'ai pas eu beaucoup d'autres projets. La boîte, elle a D'accord, elle a 2-3 ans, donc on a dû avoir 2-3 autres projets. d'accord. C'est toujours le bouche à oreille. Déjà, je bosse dans un espace de coworking et ça apporte beaucoup parce que du coup, j'ai autour de moi des personnes qui font pas le même métier que moi et qui ont des besoins et qui connaissent plein de monde. Donc on a pu bosser pour des libraires, c'est top, tu vois? Pour l'Alchimiste, qui est un fournisseur de café sur Bordeaux, qui est assez connu. Voilà, donc le bouche à oreille principalement pour l'instant, j'aimerais bien que ça reste comme ça, c'est top. Bah, c'est bien, puis c'est plus, on va dire local, Mmh. et en plus, tu vois les personnes, tu peux aussi leur apporter peut-être un peu autre chose aussi, en les voyant et puis en proposant votre force de frappe, donc c'est pas mal. Ça. Mais du coup, je refuse jamais, tu vois, de rencontrer quelqu'un pour discuter d'un projet. Pas forcément pour faire du business. Déjà, c'est trop cool de parler avec des gens qui ont un projet, Ouais. des gens qui ont une idée, qui ont envie de faire quelque chose. Mmh. Moi, ça je passe toujours un bon moment, même si on travaille pas ensemble, c'est pas le sujet, tu vois? Mais voilà, dès que quelqu'un veut parler d'un sujet, je suis toujours chaud pour en discuter et après, des fois, ça se fait, il y a pas de projet technique des fois, ça se fait avec quelqu'un d'autre, c'est pas Pas un le problème. sujet, ouais. OK. Et en général, les personnes, bon, même, si tu as pas non plus une grande antériorité, mais en général, les personnes, savent un peu ce qu'ils veulent faire. Donc, tu arrives avec des choses précises ou, c'est toujours, un peu comme les médecins, ils te donnent des choses pas très, précises et toi, tu es obligé de creuser à chaque Non, fois? c'est jamais très précis. C'est jamais très précis? Mais OK. je pense que c'est normal parce que du coup, ils savent pas forcément ce qu'on peut faire, Et c'est vrai, oui, tu oui. vois? Qu'est-ce que peut m'apporter la tech? Est-ce que, tu vois, on peut envoyer directement dans l'agenda des patients leur rendez-vous? Ils ont pas forcément cette idée Mmh, mmh, mmh. et du coup, c'est plutôt un échange, c'est un échange, on construit ensemble, voilà. Voilà, je pense qu'on peut faire. Alors moi, j'ai plein d'idées des fois qui sont éloignées du terrain. Moi, j'apporte un côté tech
Eux, ils apportent un côté terrain et ensemble, on construit un produit. Très bien. Et tout à l'heure, tu as parlé tu parles de médecin, mais tu as aussi parlé d'un marchand de café et d'un libraire. Tu prends un peu tous les projets, mais tu as comment dire? Une expertise dans le médical? Oui, non, alors c'était vraiment des plus petits projets, OK, avec des collègues, avec des copains freelance, d'accord. sur le café et les libraires. Les projets qu'on prend au nom de la structure, pour l'instant, c'est pas un choix, mais ils sont tous dans le domaine du médical, des projets plutôt moyens, parce qu'on a une expertise là-dedans OK. et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça serait dangereux de confier un projet médical à une société qui fait pas de l'informatique Ah médicale. bah, ça, c'est sûr. Oui, oui. Donc moi, j'ai plusieurs questions, surtout sur cette phrase-là que tu viens de me dire. C'est la première, c'est déjà comment toi tu arrives à te structurer? Que tout à l'heure tu as dit que tu as pris 2 projets. Comment tu arrives à récupérer le projet, le définir et après les attribuer aux personnes? Comment tu fais pour recruter? OK, beaucoup de questions. Ouais, je me suis arrêté là, mais j'en avais d'autres, mais je les verrai après. Du coup, récupérer le projet, structurer. Alors pour le structurer, on fait plein de réunions, plein de réunions. Le must du must, alors c'est pas tout le temps possible, c'est quand j'arrive à faire des réunions avec, les utilisateurs finaux. D'accord. Donc, Alors je te dis c'est pas tout le temps possible, mmh. c'est parce que des fois, par exemple, avoir des patients Ah oui, délicat. délicats, quand les utilisateurs finaux, on peut les rémunérer pour des réunions, c'est top. Enfin, soit ils sont salariés d'une société. Dans ce cas-là, on leur demande de venir et ils viennent au nom de la Pas de problème. société, il y a pas de souci. On a eu souci avec le projet pour, l'ARS, donc personne n'est il y avait pas de salariés sur ce projet-là et du coup, on a voulu, discuter avec des patients. Donc soit les patients, ils viennent, faire du bénévolat, soit il faut les rémunérer et du coup, c'est compliqué. C'est des personnes qui ont pas de société, tu peux pas les payer, Mmh. tu peux leur offrir des bons d'achat. Ah oui, C'est pas c'est pas oui. c'est pas génial. Donc moi, j'aime travailler au plus près des utilisateurs finaux, Mmh. quand on peut. Quand on peut et sinon avec des personnes qui ont de l'expérience dans le domaine. D'accord. Et là, quand tu dis que tu rémunères les gens, on est d'accord que toi, tu es toujours pas payé, quoi, pour avoir le projet? Ou si? S Si, au moment où on commence à faire les réunions, on a fait le cadre, OK, on déterminé le cadre, OK. on est rémunéré, mais par contre, on a un objectif, global et il se trouve qu'à chaque fois, l'objectif peut évoluer en fonction des réunions Ah oui, oui, et du coup, malin. ça, c'est un discours qu'il faut tenir avec le client Oui. qu'il faut travailler encore. On travaille de projet en projet, mais OK, on signe une enveloppe au début du projet, c'est top. On se met d'accord sur l'enveloppe. Nous, on s'engage tout le temps pour respecter l'enveloppe. Franchement, c'est, le critère premier. Enfin, peut-être pas le premier. Le premier, c'est que le client soit Satisfait, satisfait oui, oui. et qu'il même se dise: «Oh, c'était trop cool. Quand est-ce qu'on recommence?» Ça, c'est le premier critère. Mais après, on respecte toujours l'enveloppe, même s'il faut ensuite, faire des ajustements sur l'objectif, ou faire des ajustements sur la manière dont on atteint l'objectif. On atteint l'objectif et du coup, c'est plutôt, voilà, sur, comment on va atteindre cet objectif qu'on précise ça avec des utilisateurs finaux. D'accord. Et lorsque vous faites, ces réunions avec les patients, est-ce que tu, demandes comment dire? Aux développeurs de venir avec toi et puis est-ce que tu as déjà, recruté du monde? Et est-ce que tu les fais déjà, venir avec les rendez-vous, des Ouais, patients? alors je fais plutôt venir, du coup des graphistes D'accord, ou des gars qui vont être à la conception, des interfaces parce que du coup, il y a vraiment ce besoin d'entendre directement de la bouche, des utilisateurs finaux, c'est quoi le besoin? d'accord, Et graphistes ou des gens du produit, il y a vraiment ce besoin que ce soit pas transformé par, quelque chose que je dis moi. exactement, Voilà. oui, oui, parce que toi il y aura peut-être un temps de latence ou des choses que tu vas interpréter qui seront peut-être mal interprétées, effectivement, ouais, Et du OK. coup, on est plusieurs, en plus ça permet de débattre, on comprend pas forcément la même chose D'accord, et donc ça c'est top, mais on a par exemple organisé des ateliers où, on pose des questions. On a un pool d'utilisateurs, «Qu'est-ce que vous attendez, de telle fonctionnalité?»
D'accord. Les gens parlent, après on fait des groupes. Je me rappelle avoir organisé un super atelier où, on a fait venir, 3 graphistes, 3 groupes de patients et d'utilisateurs, experts et on a dessiné des interfaces avec les patients D'accord. Ah oui, c'est pas mal ça. et c'était génial. Tout n'est pas à apprendre, mais on a dessiné avec les patients étaient super contents et bon ça c'est des patients dans ce cas-là, mais ça va être souvent avec des infirmiers ou avec des docteurs. D'accord. Mais heu, quand tu après tu développes une fonctionnalité qu'un patient a eu l'idée ou qu'un utilisateur a eu l'idée et qu'il la voit dans l'application, tu as gagné. Lui, il est utilisateur premier de ton application. Ça marche nickel. Après, il faut un pool, je pense, de patients, non? C'est pas, t'en as pas un seul et C'est ça. Plus on en a, mieux c'est. mieux c'est. OK. Après, sur tous ces projets-là, ça va être un juste compromis entre Ah oui, oui, oui. le budget, le temps qu'on a pour faire, pour faire les choses. En ce moment, je bosse en tant que CTO externe de la société qui s'appelle Tantor. Donc, leur credo, c'est de simplifier et d'aider les auxiliaires de vie qui ont un boulot qui est un peu dur en ce moment, un peu sous-payé, et d'essayer d'améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Et dans le cadre de ce projet-là, on a bossé avec une super boîte de produits qui s'appelle Moza, une grosse boîte, vraiment des bons gars internes Moza. Et du coup, ils font des maquettes et on les présente. Et une infirmière, une autre infirmière, une AVS, une autre AVS. Et ils font des simulations, on écoute un peu tous les retours qu'ils ont. Et on avance comme ça. Très bien. Et après, on met très très vite en prod. Avec très peu de fonctionnalités, mais très vite en prod. Comme ça, encore mieux. On a tous les retours. Vous avez les retours instantanés Ouais. des patients, Des patients, enfin des utilisateurs. On va des dire utilisateurs? les utilisateurs au Oui, parce sens que ça peut large. être des patients ou Voilà. des AVS, oui, Euh, exactement. Et du coup, on a les retours directs des utilisateurs parce que ça marche pas ou enfin des trucs à. On l'avait imaginé comme ça, mais finalement ça fonctionne pas. C'est ça. Ou mon client, il a 2 adresses, parce qu'il habite la moitié du temps sur le bassin, la moitié du temps sur Bordeaux. Ah ouais, mais moi j'ai pas prévu ça, les gars, quoi. Ça change un peu tout quand même Là, là. et du coup, c'est des choses qu'on peut pas anticiper. En effet, tu peux faire des cahiers des charges pendant des mois, tu peux discuter et essayer de préciser le truc à fond. Carrément. Ça fonctionne pas, quoi. Du coup, là, tu as expliqué un peu comment en fait tu démarres, tu Ouais. fais le projet. Là, tu as fait un budget, mais une fois que tu as les maquettes, elles sont bien propres, bien dessinées, comment tu les attribues, aux freelances? Et après j'ai une autre question, ça portera sur les freelances, mais voilà, je te laisse répondre à celle-là et après on verra Non, par la suite. c'est par les compétences. En fait, ce qui est top de bosser avec des freelances, déjà, c'est parce que ça me fait peur d'engager des gens. Mais non, ce qui est vraiment le plus intéressant pour bosser avec des freelances, c'est que tu peux travailler avec la personne qui matche exactement avec le projet. Et ça, c'est cool. Je travaille avec Céline, une graphiste, par exemple, qui fait du design dans le domaine du médical depuis des années. Et du coup, quand on travaille ensemble sur une application médicale, c'est facile. C'est facile. Elle sait ce qu'il y a à faire, elle C'est connaît ce les qu'il y a à choses, elle faire a et déjà du les coup, automatismes, oui. on bosse pas sur des projets assez gros pour avoir besoin de 2, Quelqu'un à plein temps. 3, 4 graphistes, tu vois? Oui, OK. Donc il nous faut une compétence de graphisme, on prend un graphiste. Après, je bosse avec un développeur front, Rémi, avec qui je bosse beaucoup, Qui lui est heu, freelance? qui lui est freelance aussi. D'accord. Et du coup, voilà, on bosse ensemble, il prend le dev front, moi vu que je sais que j'ai quelqu'un qui peut prendre le dev front, ben, je peux me concentrer sur le dev back, par exemple. D'accord. Et me concentrer là-dessus. Vraiment, c'est en fonction des compétences et c'est arrivé, mais c'est rare qu'on ait besoin de 2 personnes avec la même compétence. Tu vois, qu'on ait une charge de travail, folle pour avoir 2 personnes avec la même compétence. Donc les projets sont aussi scopés pour, absorber ce genre de développement. C'est ça. Faut te faire face. Aujourd'hui, on nous a pas proposé et je sais pas comment je réagirais sur un projet où Une grosse équipe il de faut une développement. grosse équipe de dev. Mmh. Ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire en théorie, il y a pas de souci. On a du monde la plupart ont déjà travaillé ensemble. Mais pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion. D'accord et admettons, tu as des besoins de développeurs front
et que dans ton réseau, personne n'est disponible. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Ah, on s'arrange, on Mmh. s'arrange. Je peux prendre une partie du dev front, ça me plaît pas mal. Après, ça veut dire que moi je peux être moins actif sur un autre projet. C'est juste un équilibre. D'accord. Et donc c'est un équilibre que moi je trouve entre les projets. Donc des fois, il y en a certains, je peux me concentrer sur un projet, sachant que j'ai quelqu'un d'autre qui bosse sur un autre projet. Et après des fois, c'est le freelance qui trouve son équilibre, tout seul. En vrai, si le projet lui plaît, souvent il trouve du temps en fait. Il trouve du temps? Il trouve D'accord, du temps, il s'arrange lui avec ses clients d'accord. et on travaille ensemble. Très bien. Donc là, je vois à peu près comment tu arrives à travailler. Est-ce que tu es déjà arrivé donc, j'avais interrogé, Pierre Ségalen dans un précédent podcast où, lui, il avait à peu près le même fonctionnement que toi, à savoir il prend des projets, il a un forfait, puis il donne une enveloppe. Est-ce que ça t'est arrivé de donner une enveloppe, mais pas assez grosse et tu es en milieu du projet, le client, il a plus d'argent pour payer? Non, 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 de toute façon, de base, on change pas l'enveloppe. Mmh. On change pas l'enveloppe. Alors, c'est arrivé, hein, qu'on dise, qu'on finisse l'enveloppe, qu'on ait un produit, utilisable, qu'on passe en prod, qu'on l'utilise et cetera et qu'on veuille plus de fonctionnalités. Donc là, c'est une nouvelle enveloppe. Ça arrive, tu vois? Ça va encore. Ça va encore. Mais par contre, on dépasse pas l'enveloppe. Après, moi, ça m'est arrivé de pas gagner d'argent, Ah oui. de pas gagner d'argent parce que du coup, moi, je suis au forfait, donc je donne une enveloppe et ça m'arrive du coup de payer des développeurs. J'ai déjà bossé avec un développeur, sur Paris, bosse super bien, à fond dans le projet, mais nouveau sur la techno. C'était du React. Il s'était formé au React. Franchement, tout allait bien. Enfin, franchement, il avait tout fait pour que ça aille. Mais c'était son premier projet en React. Mmh. Et ça, je l'avais pas pris en compte. Et du coup, au bout d'un moment, on se serre les coudes, on bosse ensemble, on refait toute une partie du taf. Et dans ce cas-là, bah oui, j'ai pas gagné d'argent sur le coup parce que j'y ai passé beaucoup de temps, mais on a appris plein d'autres choses. Tu appris des choses. J'ai appris plein d'autres choses et c'est pas un échec, c'est que voilà, des fois ça marche un peu mieux, des fois ça marche un peu moins bien, mais on apprend à chaque projet. Oui, oui, c'est vrai. Et toi, tu as travaillé sur Paris, donc je pense que le TJM parisien, il est peut-être un peu plus élevé que celui de bordelais? Ah, je sais pas, moi j'étais salarié quand j'étais sur Paris. Du Ah, tu coup, salarié. j'étais Très bien. salarié et on bossait avec des freelances, mais pas avec des freelances justement, avec des boîtes de prestat et on avait un TJM de la boîte de prestat D'accord, et OK. du coup qui prenait de la marge Ah oui, donc là, ça avec pique des un peu. experts sur des domaines et du coup du TJM à 1200, Ah oui, d'accord. et du coup mais tu sais pas combien le gars il touche à la fin. Ah bah, c'est clair que c'est pas 1 200 quoi, hein. Mais du coup non, je j'ai pas cette différence vraiment D'accord. cette notion forte de différence entre Paris et Bordeaux parce que du coup, Après ça se resserre, hein. ça dépend vraiment des profils. Ça dépend des profils, des compétences lui-même là avec, au fur et à mesure, ça commence à se resserrer, les TGM commencent à se ressembler. Heu et une autre question, comme tu travailles beaucoup, tu fais du remote, tu travailles avec d'autres personnes que tu ne connais peut-être pas, est-ce que tu outsources? C'est-à-dire? Tu fais pareil, tu as des, par exemple, tu travailles avec l'île Maurice, avec, Non, pas trop. Franchement, on fait ultra local. ultra C'est local? OK, ultra local, que des gens qu'on peut aller voir. OK, On peut passer un moment ensemble, prendre un café, boire une petite bière. important. Important. OK, OK. Non, parce que vu que voilà, tu travaillais sur, avec d'autres, régions, je pensais que tu pouvais aussi aller encore plus loin, mais très bien, entendu. J'ai essayé pendant que j'étais salarié de travailler, avec d'autres régions et c'est dur. C'est un boulot à plein temps, en fait. Je pense que ça peut être vraiment intéressant, mais il faut une équipe de taille suffisante pour Mmh, pouvoir gérer ça. c'est vrai. Du coup, comment tu te structures ou comment vous travaillez ensemble? C'est sous format agile? Tu as dit que tu découpais, tes tâches, par rapport à, les fonctionnalités. Comment ça se passe à peu près? Ça va vraiment dépendre du projet. Franchement, il y a des projets, sur lesquels on est assez clair. On se fait un kick-off pour, démarrer avec, tout le monde et après, chacun part sur son taf Mmh. et on fait un point, allez, 1 fois par semaine. Savoir comment ça va. C'est du sprint, hein. Ça ressemble à des sprints, hein. Mais
c'est pas formalisé. On peut faire des sprints sans ticket, sans rien, juste avec une page Notion, D'accord. avec les grandes lignes et puis on y va. C'est ce qui est ultra cool de bosser avec des freelances. C'est des personnes qui normalement par leur taf sont autonomes. On soit autonome, Voilà. exactement. Et du coup, voilà, quand par exemple, le meilleur exemple, c'est le boulot de graphisme. J'ai pas vraiment besoin d'intervenir. C'est pas mon boulot. Ouais, oui. Je suis là aux réunions, mais et on discute. On discute parce que j'aime bien toujours un peu discuter de chaque point. Ça fait avancer les choses. Mais en vrai, voilà, elle fait son boulot. Avec les tâches de dev, on est plus proches. Oui. Parce qu'on du coup on dev ensemble. Si la front fait le front et moi je fais le back, on est obligé de communiquer un peu régulièrement, mais on formalise pas forcément. D'accord. Donc, est-ce qu'il s'est arrivé, parce que là, vous faites une réunion toutes les semaines, que d'une semaine à l'autre, parce que ça peut aller très vite, en plus avec l'IA, tu vois, tu peux faire quand même un bonne centaine même de milliers de lignes de code. Ce qui est arrivé à la fin de la semaine de dire que, en gros, c'était pas du tout la fonctionnalité attendue. Parce que toi, tu as une expertise comme dans le médical et les personnes avec qui tu travailles l'ont peut-être pas. Est-ce qu'il y a... Ouais, c'est arrivé. C'est arrivé il y a pas longtemps et c'est pas une question vraiment pas une question d'expertise, c'est juste qu'on a mis en place la fonctionnalité D'accord. et la personne avec qui je travaillais, Tim, l'a mis en place parfaitement. Il a fait ce qu'on lui avait demandé et finalement on s'est rendu compte que c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour le projet. Donc là, vous faites quoi? Ouais, tu refais Bah et alors puis... c'est pour moi que c'est le plus dur. Oui. Oui, bah oui. Le freelance, c'est ce qui est le plus dur. Non, le freelance, bah pour le coup, j'ai demandé à Tim de revoir et du coup, il a travaillé des jours en plus qui ont été payés, mais oui, ça arrive. Ça arrive. Oui, Ça comme arrive. tous les projets, de toute façon, hein, c'est la loi du sport. Tu as des divergences ou des choses comme ça, tu es obligé de... Tu réajustes. Voilà. Mais Mais après, voilà, moi, voilà, les sprints. De toute façon, toutes les méthodes agiles, etc. C'est génial. Je pense que ça a un intérêt de les théoriser pour qu'on puisse tous les comprendre. Mais j'ai du mal à en appliquer une ou deux strictement. J'aime bien piocher ce qui m'intéresse et laisser de côté ce qui m'intéresse pas. Et voilà. Et notamment, voilà, le fait de faire un point toutes les semaines, ça permet de pas avoir un tunnel qui est trop long. Mmh. Et moi, j'aime bien faire un point toutes les semaines avec mes clients. Et ça a presque autant de valeur que le point en interne. En interne. Parce qu'avec les clients, toutes les semaines, on leur dit, bah voilà, sur quoi on est parti. Et ça arrive régulièrement qu'ils disent, ah, mais c'est pas vraiment ce qu'on avait compris. D'accord. Comme ça, moi, ça Ouais, permet parce d'ajuster. qu'on comprend pas. Voilà, enfin, on n'est Oui. pas. C'est difficile d'être parfait sur ça. On comprend quelque chose. On n'a pas compris exactement. Et même parfois, le client, il exprime quelque chose et quand il le voit, il se rend compte que c'était pas ça. Exact. Mmh. Mais ça fait partie du jeu. Tu vois. Sur ça, nous, ça fait partie de ce qu'on essaye d'offrir, c'est de la souplesse sur ça, pas être strict. Tu vois. Il n'y a pas de cahier des charges de toute façon. Mais du coup, on va pas dire ah non, ça c'était pas dans le cahier des C'est pas charges. prévu. Oui. Ça. Mais on attend en échange des clients qui soient souples aussi dans l'autre sens. Voilà. Carrément. Donc moi, j'aimerais bien aussi revenir sur le point que tu disais sur la partie agilité. Après, c'est un framework et même moi, je respecte pas by the book parce que je trouve que c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses. Je prends, je pioche, je fais comme toi, je pioche des parties et voilà, ça me permet de m'aider. Dès que je vois qu'il y a un truc qui fonctionne pas, ben j'essaye de réajuster, tu vois. Mais je veux pas que ça soit une contrainte parce que effectivement, si tu lis chaque chose et tu suis l'agilité comme c'est écrit, finalement, après, ça devient compliqué, quoi. Ouais. Puis moi, j'ai depuis quelques années, cette volonté de vouloir simplifier, Exactement. simplifier les choses. Exactement. Et c'est le cas pour moi comme pour mes clients. Il se trouve que l'outil informatique, dans pas mal de cas, est une complexité qu'on rajoute par-dessus une tâche qui est déjà là. Mmh. Je vais prendre un exemple. Les infirmières doivent se faire des transmissions, c'est-à-dire que les transmissions, elles notent pour le service d'après, pour la tournée d'après, qu'est-ce qui s'est passé. Comme ça, la tournée d'après peut s'appuyer dessus pour faire ces transmissions. Au moment où on met dans la clinique
la transmission numérique et qu'il faut le saisir et qu'il faut passer énormément de temps à tout saisir, on lui demande quelque chose qui est compliqué, tu vois. Et du coup, si on peut simplifier tout ça et faire plutôt notre boulot, c'est cool. Et du coup, moi, j'essaie de pas passer trop de temps à faire des réunions, pas passer trop de temps à organiser les choses. Le plus grand piège pour moi, ça a été Notion. Ah oui? Notion, c'est, pour le dire correctement, c'est magique. Tu peux passer énormément de temps à te faire des templates, des tableaux dans tous les sens, etc. Un vrai jouet pour un informaticien. Un vrai jouet pour un informaticien. Et je l'ai pas fait, mais ça vaudrait le coup de mesurer combien de temps j'ai fait à construire un template et combien de temps je l'ai utilisé. Et je pense être dans le négatif sur D'accord. plusieurs projets. Du coup, non, ouais, on simplifie énormément. On revient sur tous les outils de gestion de tickets, etc. Voilà, quand je travaille avec des freelances, on a une page Notion par freelance. Pas de tableau, pas de comme ça, avec qu'est-ce qui est prévu cette semaine ou qu'est-ce qui est prévu pour la suite. Et on raye. Et ouais, simplement. Simple. Pas de Jira, pas de ticket, pas de Trello, Non, pas de c'est ça. choses pour avancer. Ok. On a essayé tout ça. Ah oui? J'ai essayé tout ça. Du Trello, du Jira, celui de Microsoft aussi. Bon, j'ai plus le nom, mais ouais, tout ça, on a essayé plein de choses et en vrai, il faudrait. Ça, je pense, que c'est un intérêt pour des grosses équipes où tu peux avoir quelqu'un presque à plein temps dont le boulot, c'est de gérer ça. Oh la vache, l'horreur pour cette personne. Non, je pense qu'il y a des gens qui sont plein kiff, hein. Ah oui? Organisés pour que ça tourne bien Ah oui, et d'accord, tout. je comprends. Oui. Organisé, Gérer, oui. dire au PO, là, ton ticket, il est pas clair. Mm. Le dev, il va faire de la merde. Oui. Et ça apporte quelque chose. Oui, Franchement, ok. ça apporte quelque chose. Mais après, quand t'es une petite équipe, si tu fais ça, tu fais pas autre chose. Mais non, tu fais pas autre chose. Comme je mes comprends. infirmières, tu vois. Et si tu fais ça, tu fais pas autre chose. Et du coup, non, on fait simple. Et dans le code, on essaie de faire la même chose. Et du coup, comment tu mets, qu'est-ce que tu mets en œuvre pour rendre le code simple et les fonctionnalités simples? Qu'est-ce que tu fais? On le relit. Et si on comprend pas le code, on le réécrit. Ah ok, Ouais, en fait, tout simplement. on refait, on travaille, donc je le fais voir avec des personnes avec qui je travaille, etc. Et puis, en vrai, en le relisant, si on ne comprend pas, on se dit c'est pas top, quoi. D'accord. Et du coup, à chaque fois qu'on revient sur un bout de code, la consigne, enfin l'idée qu'on a, c'est de le simplifier. C'est-à-dire que le code, il faut qu'il soit plus simple que quand t'es arrivé. C'est Donc, un peu la méthode KISS. c'est ça. Keep it Stupid simple. Exactement. Et du coup, ouais, le code ultra simple et pour de vrai avec l'IA qui nous aide beaucoup et Copilot, GitHub Copilot, ça a encore simplifié les choses. C'est-à-dire que du code qu'on pouvait refactoriser à l'extrême pour qu'il gère plein de cas, qui soit un peu complexe pour qu'il fasse quelque chose en quelques lignes et qu'il soit utile dans toute l'application, maintenant je fais plus du tout en fait. Parce que des fois, quand tu fais ça, ça le rend imbitable. C'est ça. Ouais, tu comprends pas. T'as un super code, t'as fait un reduce ou je sais pas quoi, enfin pour les développeurs qui écoutent un truc ultra compliqué, en une ligne ça fait un taf de ouf. Exactement. Mais si tu peux pas le comprendre, c'est mort pour moi. C'est mort. Ouais, je suis d'accord. Parce que vraiment ma notion, enfin moi quand on développait des logiciels médicaux, enfin dans la société d'avant, on voyait plein de gros groupes qui avaient des logiciels développés depuis 20 ans et qui avaient mis des couches par-dessus des couches par-dessus des couches et des choses tellement compliquées qu'on pouvait plus les maintenir. Et du coup, moi je me dis waouh, mais c'est pas ça mon boulot, tu vois. C'est pas ça mon taf. Et du coup, on fait des choses très simples, quitte à ce qu'il y ait de la recopie. Voilà, Donc tu mais dupliques, on duplique. mais ça reste intelligible. On le duplique et je l'annonce fièrement. Oye. On duplique du code. Mettre du code qui est toujours très 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 simple. Même si on pouvait le faire en une ligne, le faire en 3,
Ça coûte pas Ça coûte pas grand-chose. plus cher. Et vraiment la priorité, nous, est-ce que le code il soit beau. C'est un peu nul à dire peut-être, mais tu vois que ça soit Non, moi, ça soit lisible, tu j'aime bien. vois, Ouais, oui. les bons espaces, etc. Et le Bonne indentation, ouais. soit tabulation, soit espace. T'es comment? Non, je rigole. Je rigole. Et juste voilà que ça soit ultra lisible. C'est ce qui nous permet aussi de travailler en équipe. C'est-à-dire que Oui. Tu peux aller sur le code de quelqu'un d'autre. Si tu mets 1 heure à comprendre ce que doit faire le code C'est pas bon. pour corriger un bug, c'est pas top, tu vois. Toi, tu mets alors, question un peu random. T'es partisan pour mettre des commentaires dans le code ou Non. Moi, Ok. je commande pas le code. Ok. Le C'est le code qui me commente. Un code suffisamment simple N'a pas besoin de commentaires. n'a pas besoin de Et commenter. on est Voilà, aligné. On est aligné. et si tu as besoin de commenter, C'est que c'est trop complexe. c'est que c'est trop compliqué. Alors, Exactement. on va commenter des trucs du style, je suis dans les dates en ce moment, donc dis ça, attention, c'est en millisecondes, tu vois, et pas en secondes, tu vois. Mais même ça, Même ça, tu dois l'avoir normalement dans dans le nom de ta variable ou un truc comme ça, tu dois le voir. Donc, ça. Exactement. Par contre, on commente beaucoup un niveau au-dessus. On commente beaucoup les interactions avec les autres API, etc. On commente les concepts qu'on a voulu mettre en place, du offline first, des trucs comme ça. Il faut l'expliquer D'accord. pour que Après, quelqu'un qui lise ton code Oui. sache qu'est-ce que tu as voulu faire avec ton code. Oui, les entrées de les méthodes. Après, tu as du Swagger pour les API, mais tu peux avoir de la documentation en entrée. Oui, Voilà. d'accord. Très Mais bien. Oui. vraiment plutôt vraiment haut niveau. Au niveau, oui, je suis d'accord. Vraiment très haut niveau, pour aussi que alors moi j'interviens en tant que prestataire, en externe, je suis pas salarié de la société. Il faut que la société elle ait confiance en moi et il faut que la société elle puisse travailler avec quelqu'un d'autre, même si je passe sous un bus. Ah, d'accord, ok. Et du coup, c'est important que la volonté que tu as voulu faire, l'architecture que tu as voulu mettre en place, qu'elle soit documentée pour que ils puissent, si ça va pas bien avec toi, retravailler avec quelqu'un d'autre après. Et que ça puisse être dans la continuité. Ouais, j'aime bien l'idée. Ouais. Donc toi, tu travailles sur des composants assez atomiques pour pouvoir après les dupliquer et les réutiliser un peu partout. Donc ça, en plus, c'est bien, ça te fait gagner un temps fou parce que si tu es sur un autre projet, tu peux reprendre ça et puis le copier-coller. Puis aussi, ça permet aussi de travailler avec d'autres personnes. Donc pas faire des synchros tout le temps, pas dire attends, je touche à ça, tu me le laisses quand, etc. Non. Non, c'est ça. Voilà. On lui dit bah voilà, moi je bosse sur le domaine de SMS. Trop bien. Ouais. Où je truc des trucs. La dernière fonctionnalité qu'on a implémentée, c'est par exemple d'arrêter d'envoyer des SMS la nuit. C'est pas mal, c'est bien ça. C'est une bonne fonctionnalité. J'aime beaucoup, oui. Et du coup, la personne qui a travaillé là-dessus, elle a pas interagi avec le code des autres et les autres peuvent continuer à travailler. Bon, ça bloque personne. Pour nous, c'est cool. C'est pas mal. Très bien. Donc là, tu parlais tout à l'heure de bus où quelqu'un peut te renverser, etc. Comment tu fais, par exemple, si tu as quelqu'un qui est malade dans tes freelances, qui, je sais pas moi, est front-end, toi, effectivement, tu récupères le travail. Si c'est le graphiste, comment tu fais? Est-ce qu'il y a une continuité? Tu peux redonner le travail d'un autre graphiste? Comment ça se passe? Franchement, c'est des freelances en fait. Et du coup, les personnes sont autonomes, elles se débrouillent et elles font déjà ce boulot pour elles. Si c'est pas possible, Elle le délègue. elles le délèguent, tu vois. C'est pour ça que toi, t'aimes bien travailler avec des freelances. Ouais, c'est vraiment c'est le plus facile. Oui, c'est vrai que c'est facile. C'est vrai que j'ai pas de pression. J'ai pas de pression de est-ce que ça va être fait ou pas. C'est des personnes en qui j'ai confiance et elles ont l'habitude de s'engager avec des clients sur une date de rendu. On s'engage de la même façon et elles rendent les choses en temps en heure et puis voilà. Et puis après, s'il y a des problèmes perso, genre je suis malade 3 jours. En vrai, des fois, je peux ne pas le savoir. C'est pas non, et je veux pas le savoir. C'est pas mon problème. On n'a pas du tout cette relation qu'un manager peut avoir avec des salariés. Pas du tout. On travaille ensemble. Moi, je m'occupe d'une partie relation client et architecture du projet. Et après, chacun a sa mission de freelance. Tout roule. J'ai pas eu encore de freelance qui est parti vivre 6 mois en Thaïlande, qui coupait les ponts, un truc comme ça. Qui t'a abandonné du jour au lendemain. Non, c'est des personnes extrêmement professionnelles qui te finissent le projet et puis après fait autre chose. J'espère que ça arrivera pas, mais pour l'instant ça va. Je veux pas te porter la poisse quand même.
Très bien. Tu as mentionné tout à l'heure que la santé, il y avait énormément, de problématiques, d'enjeux, ou les enjeux on les connaît, mais des problématiques un peu, techniques et j'aimerais bien moi les connaître, parce que je suis très curieux. Alors, les problématiques techniques. Ok. Donc tu parlais des normes tout à l'heure, oui? La première problématique qu'on va connaître, ça va être la sécurité. Voilà, la sécurité. C'est vrai que il faut héberger les données sur un hébergeur de données de santé. Il faut pas que quelqu'un puisse accéder aux données du patient. Voilà. Et il y a un des premières choses à savoir, c'est qu'une personne non médicale n'a pas le droit d'accéder à des dossiers médicaux. Si elle est salariée de la société, ça peut passer, etc. Mais du coup, euh, typiquement, en tant que développeur, quand on rapatrie les bases, on anonymise les bases. On n'a pas accès aux données médicales. Voilà. Oui, exactement. Et Et d'autant plus que vous utilisez en plus l'IA, donc il y a peut-être des choses où vous devez faire attention, non? Ou non, ça va. Il n'y a pas de données médicales dans le code. OK, Dans le code, on n'a pas de données médicales. OK. Mais et du coup, voilà, il faut faire attention. Il y a par exemple des personnes, on a toujours du personnel administratif qui peut intervenir sur nos applications, mais c'est pas du personnel médical et du coup, il n'a pas à avoir des données patients. D'accord, Donc voilà. Donc gros jeu de sécurité. Il faut voir que, alors c'est pas vraiment mon domaine parce que je délègue souvent cette partie-là à d'accord. un hébergeur de données de santé ou au DSI d'une clinique, mais énormément d'enjeux de sécurité au niveau réseau, au niveau structure, parce que du coup, ces derniers temps, énormément de cliniques sont fait hacker Ah, et les hackers demandent une rançon pour débloquer ou pour pas divulguer toutes les données sur Internet. horrible. Et est-ce que tu te fais auditer, toi, à la fin de ta prestation? Quand tu livres le logiciel, est-ce qu'il y a un audit qui est fait? Pas encore, Pas encore? pas encore. Mais c'est quelque chose qui, Ouais, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, quand j'étais salarié, on faisait un beaucoup plus gros logiciel que ce que je fais là au nom de ma société. Et on avait, c'est pas un audit de code précisément, mais on avait des normes à respecter et des tests qui étaient faits un peu pour voir si tout était OK. Voilà. d'accord. Et après, sinon, dans les enjeux techniques, ouais, c'est vraiment la communication avec les différents services. C'est pas du tout un milieu qui est extrêmement normé, le domaine du médical. Et du coup, tu vas venir communiquer avec la partie qui refacture les médicaments, la partie de gestion de stock en pharmacie, la partie RH pour les infirmiers et les AVS, etc. Et du coup, il faut réussir à faire communiquer tout ça. Donc les choses évoluent. Des normes apparaissent, un business apparaît aussi est très présent pour les personnes qui sont au milieu de tout ça et qui arrivent à faire des demi-passerelles un peu avec tout le monde, histoire de faire communiquer tout le monde ensemble. Et après, je le disais tout à l'heure, les communications avec les plateformes de l'État, il y a un enjeu, c'est aller chercher des données de santé sur des plateformes de l'État, avoir accès à des données de santé sur les plateformes de l'État. C'est très 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 chaud techniquement et c'est normal. Il faudrait pas qu'on puisse accéder à n'importe quelle donnée de santé. Carrément. Voilà. Et il faut être sûr que quand tu vas accéder à la donnée de santé d'un patient, le patient soit d'accord, que t'es le bon patient devant toi. Bah oui, exactement. Quand tu déposes une ordonnance sur mon espace santé, t'as intérêt à le déposer sur le bon patient. Et du coup, il y a des enjeux qui sont très très sérieux sur ça, quoi. C'est aussi, on parle du dossier médical, mais tu as aussi tout ce qui est remboursement, Ouais. comment ça s'appelle? Je me rappelle plus le nom, On va la rembourser mutuelle, la tout ce qui mutuelle, voilà. etc. Oui, il y a tous ces enjeux-là, D'accord. ouais. Donc tu as beaucoup d'enjeux d'argent qui transitent et il faut que tu fasses effectivement très attention. Moi, j'attaque pas ces sujets-là. Il y a des D'accord, sujets qui sont trop compliqués. d'accord. Il y a des boîtes qui font ça à plein temps. OK, Ils le font très bien. Et du coup, on note les informations médicales dans le dossier du patient. d'accord. Et après, on transfère à ces boîtes-là qui s'occupent de gérer la facturation, de gérer tout ça, de gérer la transmission. Et il faut savoir que c'est des choses qui évoluent, je pense, tous les mois. Combien est remboursé tel acte, combien ceci, cela. Et du coup, ouais, il y a des boîtes qui le font très bien.
Donc toi, tu prends les projets qui ont ça, tu leur dis OK, mais ça, je sous-traite. Boum. C'est ça. OK. C'est même pas je sous-traite. On va faire un partenariat D'accord. et vous aurez un contrat avec Avec notre éditeur et vous aurez un contrat avec cet éditeur-là pour aller jusqu'au bout. On a parlé des problématiques que tu as eues ou les enjeux un peu de la santé et maintenant, on va parler aussi des enjeux de comment gérer plusieurs projets en même temps. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu pouvais gérer aussi 2 équipes. Donc déjà, ça alors je trouve que c'est déjà pas mal si tu as, une synchronisation une fois par semaine, au moins ça te laisse la latitude de 1 développer et de 2 travailler sur un autre projet et comment tu arrives à gérer ton temps là-dessus, si tu ne peux nous expliquer un peu une semaine type? Alors une semaine type, alors déjà pour ma compagne Amélie qui adore ça, ma semaine type elle commence le dimanche soir Ah où oui! Oui. où ça me permet de bien commencer la semaine, d'organiser un peu. OK, c'est quoi les points chauds de la semaine? Qu'est-ce qui va arriver, et cetera et du coup, je démarre le lundi matin plus opérationnel. Heu, j'ai bossé sur Paris aussi et quand j'étais sur Paris, j'allais prendre un café aussi des fois. Tu sais, avant de commencer ma journée de travail, OK, je me posais dans un café, ça va être quoi les sujets du jour? Les sujets du jour ou de la semaine, comment on s'organise? C'est pas mal. Après, moi j'essaie il y a plein de tâches qui ont pas énormément de valeur ajoutée. Des tâches qui sont administratives ou des choses qu'il faut faire. Celles-ci, j'essaie de les dépiler, de les regrouper et de les dépiler ou sinon de pas en tenir compte. C'est-à-dire que, déjà je consulte mes mails une fois par jour, pas plus, tu vois? Une fois, peut-être 2 fois par jour. J'ai aucune notification et heu et après, bah, s'il y a des tâches administratives, qui ont pas de valeur ajoutée, je peux les traiter en fin de semaine et je regroupe tout. Et d'ailleurs, souvent, c'est une journée qui est plutôt plaisante. Tu fais plein de petites tâches. Fallait les faire à un moment Oui, oui, oui. et tu le fais. Et du coup, ça me permet de réserver après des intervalles de temps pour bosser sur un sujet. Et quand je bosse sur le sujet, l'idée est de pas s'arrêter au bout d'une demi-heure parce qu'on doit répondre à quelqu'un. Ou donc moi, je coupe tous les réseaux, le Slack, etc. et je bosse sur mon sujet. D'accord. Voilà. Même si les personnes veulent essayer de te parler dans ton équipe, Au bout d'un moment, on m'appelle sur mon téléphone. Ah d'accord. Mais après, voilà, je bosse avec des freelances et c'est toujours, Oui, c'est vrai. ça revient souvent, en fait. Mmh. Je bosse avec des freelances, les personnes avec qui je bosse, elles cherchent, l'autonomie C'est et vrai. du coup, elles cherchent pas à être en contact, avec moi, toutes les 5 minutes, en fait. Du coup, voilà, une semaine type, c'est ça, je mets beaucoup de choses de côté jusqu'à temps que je puisse en dépiler un gros paquet et après je me réserve des gros intervalles, des grosses plages horaires pour, des sujets sur lesquels il faut réfléchir, faut se poser un peu, faut avoir une idée pour essayer de bien comprendre c'est quoi le besoin, tu vois? C'est quoi le besoin du client? Comment on peut vraiment y répondre? D'accord. Mais par exemple, sur une journée, tu travailles sur plusieurs projets en même temps ou Ouais, souvent, souvent? oui. Quand je dis une grosse plage horaire, ça va être, 3-4 heures, quoi. 3-4 heures? Où tu es focus, ultra focus C'est un sujet, sur un sujet? OK, voilà. oui, costaud. Et après, je t'avoue, si j'ai une idée qui arrive en tête, un truc que j'ai envie d'essayer, il est 22 heures, c'est pas grave. Moi, Mais j'ai non! pas de problème avec ça, Donc là, ouais, si j'ai un truc en tête, j'ai envie de bosser et que je fais pas quelque chose en famille, mmh, je je suis pas strict au niveau des horaires. Autant, je peux, finir tôt pour m'occuper de mes enfants et je le fais, constamment. Mais ouais, si j'ai un truc qui me tracasse, un truc que j'ai envie de faire, moi, qu'il soit 22 heures ou 14 heures, c'est pareil et du coup, c'est un super moment. Tout le monde dort dans la maison. ah ça, c'est vrai que c'est un bon Il y a moment, ouais. pas un bruit, petite musique calme et là, franchement, tu sors des super trucs. OK, donc là, toi, tu pas un adepte de Netflix, tu es un adepte du code. Ouais, j'avoue. J'avoue. Donc toi, ta passion, c'est quoi? C'est, si on peut un peu les hiérarchiser, c'est, satisfaction client, code et je vois pas d'autre troisième. Ouais, j'avoue. Moi, je suis un peu orienté taf. Il faut que je me trouve une passion. Pour de vrai, ma principale passion, c'est ma famille. OK. J'y passe, c'est le plus important, c'est ce qui me prend le plus de temps.
Et après, à part ça, je taffe, quoi. Ok. Je kiffe ce que je fais. Et du coup, Et c'est plus sur le code ou sur la satisfaction client ou un peu des deux? franchement, je saurais pas dire. Je pense un peu des deux. Un Un peu peu des des deux. deux. Alors, je serais jamais émerveillé par un joli bout de code. C'est pas. Ouais, ouais. Et je code pas pour coder ou pour réussir à faire un truc. Mais des fois, quand j'ai réussi à faire une librairie qui va nous faire gagner vachement de temps sur plein de projets plus tard, ouais, je suis fier de moi. Ça, c'est pas mal, ouais. Quand j'ai enfin trouvé comment on allait répondre au problème, tu vois? Comment on Oui, oui. allait répondre à un problème, parce que ça fait, 1 semaine ou 2 que je suis dessus, que je tente des trucs et que c'est pas satisfaisant. Tu sens que ça résout le problème, mais c'est franchement pas parfait, quoi. D'accord. Et là, tu fais: «Ah, putain, ça se trouve ça va être cool». Ah, ok, Tu le top. testes Et boum. et tu passes 1 heure ou 2 à 22h et puis, là, tu as un truc et tu dis: «Ah ouais, je peux aller me coucher, je suis fier de moi». Trop bien. Et toi, avec cette façon de travailler et de fonctionner, tu te vois comment dans 5 ans? Est-ce que tu te vois toujours comme ça? Donc voilà, tu travailles, tu es CTO, tu travailles avec un pool de freelance, et est-ce que tu te vois, voilà, travailler comme ça encore pendant 5 ans? Ouais, franchement là, moi en ce moment, je prends mon pied. On s'est posé, il s'est posé cette question il y a quelques mois de peut-être retourner au salariat et en vrai, je prends mon pied, je travaille avec des nouvelles personnes sur des nouveaux projets. J'apprends énormément et même pour mes clients, moi je trouve que c'est top. Chaque nouveau client se sert des expériences que j'ai eues avant. Je me suis rendu compte que si je rentrais en salariat, j'aurais une expérience sur ce nouveau projet. Et puis après, ça pourrait se calmer, ça Exactement. pourrait ralentir fortement, quoi. Mmh. Et donc non. Dans 4-5 ans, la même chose, avoir encore plus, Plus de pas projets. pas plus de projets en même temps, mais avoir connu encore d'autres projets ultra cool. Des gens qui sont, moi j'adore vraiment travailler avec des gens qui ont une idée, qui veulent développer leur truc, qui sont à fond Ils sont à fond, OK, et tu as juste envie de te donner autant qu'eux, tu vois? carrément. Et Tu envie de voilà, leur rendre l'appareil, ouais, ouais, c'est ouais, ouais. ça. Un gars qui a une super idée, ouais, je le suis, tu vois? Mmh Je mh. le suis et on trouve des solutions. Trop bien. Et après travailler avoir des copains, ces freelances avec qui je bosse, en avoir plus pour pouvoir répondre à des projets différents. Tu le développes ça? Est-ce que tu crées sorte d'écosystème? Je sais que tu es, dans, Non, pas trop, pas trop. OK. Je le fais doucement, je le fais en venant te voir ici, Oui, exactement. et en venant J'espère, ça il y et a beaucoup de monde qui vont venir te contacter après. Mais je le fais doucement. Après, comme on disait tout à l'heure, ouais, j'adore aller boire un café avec quelqu'un. On a un ami en commun, Alexandre Filâtre, exactement, Alexandre Filâtre. qui m'a recommandé, et c'est pour ça que tu es là, oui. Et du coup, j'adore passer du temps avec lui à discuter de projets ou à ce qu'il me fasse rencontrer des gens aussi. Carrément, C'est top. Mais sinon, pas plus que ça. Des fois, je me dis que quand j'aurai 5 minutes, il faudrait que je passe du temps à développer ça. carrément. Puis moi, je trouve que, déjà un peu ton système de fonctionnement il est atypique, il est pas mal. Déjà, c'est la deuxième personne que je contacte qui fait ça et je trouve extrêmement intéressante. Et aussi, là, tu travailles sur des outils un peu, des composants assez atomiques que tu peux, au fur et à mesure que tu vas avancer dans les années, tu auras ta librairie d'SMS qui va être prête, ta librairie de mails, tes librairies et cetera. Ouais. Tu auras juste des petites fonctionnalités à faire. Mais est-ce que le futur de tout ça, ça serait pas avoir un SaaS, tu vois? Ou une grosse Ouais. application, Moi, j'aimerais bien. Tu touches un point là. Un jour avoir le produit, tu vois, un produit qu'on développe nous, être associé à un produit plutôt que d'être prestat. D'accord, Ah, ça me ferait kiffer, tu vois. Ça me ferait kiffer parce que du coup, encore une nouvelle aventure, exact. possibilité de se donner à encore plus, même si je sais pas si c'est une bonne chose, mais Comment tu peux faire plus? possibilité de se donner encore plus sur le projet et de prendre des décisions, de faire des erreurs, possibilité de faire plein d'erreurs tout seul comme un grand et de bouffer et de bouffer les conséquences après. Non, ouais, j'aimerais bien monter un SaaS. Après, je me rends compte que il y a vraiment des gens qui ont plein d'idées, qui ont des idées vraiment très intelligentes, qui peuvent révolutionner des choses.
moi, je suis plutôt bon techniquement, tu vois. Ok. Et est-ce qu'un jour j'arriverai à le faire ou est-ce que ça sera toujours avec quelqu'un qui a une idée? Peut-être ça sera sûrement avec quelqu'un qui a une idée, tu vois. Ok. Mais Après, on verra. Oui, effectivement. ouais, faire un SaaS, ça serait Tu, un bon projet. tu peux avoir, ouais, tu vois, l'opportunité qui s'annonce à toi quand tu vas commencer à avoir un peu le client et qui te dit, attends, mais ça, c'est quelque chose qui peut être pas mal. Tu te crées pour un client et après, tu te vois qu'un deuxième client te demande, troisième, quatrième. Enfin, on duplique, on refait souvent des choses qui sont similaires. Exactement. Pour de vrai, dans tous nos projets, il y a besoin de rendez-vous. Il y a besoin de rendez-vous, il y a besoin d'envoyer un SMS, il y a besoin de planning. Nos applications mobiles, elles sont, il y a plein de fonctionnalités qu'on retrouve. Alors déjà, je te passe toute la base d'authentification, de rôle, etc. On est sur des choses qui se ressemblent. Donc, ouais, on les fait et pourquoi pas un jour transformer ce système en quelque chose de commercialisable. Carrément. Tu as déjà pensé à scaler ton modèle? Moi, j'ai pas envie de scaler en fait. Je suis content comme ça. C'est franchement, c'est difficile. Hein. Les personnes qui vont plus loin, elles sont solides. Ah oui. Après, c'est comme, tu sais, ton approche, c'est un peu comme une ESN, tu vois, non? Ou après, les ESN travaillent avec des salariés, Ouais. ou des fois avec un peu de freelance, une partie freelance. En fait, moi, c'est comme sur la partie, comme sur d'autres aspects qu'on a abordés. J'aime vraiment les choses quand elles restent simples dans tous les domaines. Là, pour moi, c'est simple. J'ai un projet, j'appelle les copains, qui veut bosser avec moi. Trop bien. Et pas plus compliqué, tu vois. Et j'ai pas de tout de suite, si tu veux scaler, ça apporte beaucoup de responsabilités. C'est vrai. Beaucoup de responsabilités. Là, tu vois, ça fonctionne, on prend nos projets, on s'éclate. C'est franchement le plus important. Mmh. Après, quand tu scales, le problème, c'est que les problèmes que tu as, c'est fois 10. Ouais. C'est fois l'échelle que tu as multipliée. Et c'est vrai que des fois, ça peut être un peu plus compliqué à gérer. C'est en plus si tu es tout seul, quoi. Ouais. Du coup, non, pas scaler, juste pareil, je pense vraiment qu'il y a il y a du taf pour chaque niveau, Chaque niveau, oui, effectivement. de Ouais. chaque niveau d'outils. Mmh. Moi, je vise pas des projets où il faut des équipes de 20-30 personnes. Je vise pas non plus des sites web pour un freelance tout seul. On a la bonne taille de projet. J'aimerais bien continuer à trouver des projets de cette taille-là. On sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais continuer à trouver des projets moyens comme ça, accompagner des clients et pouvoir fournir vraiment un service premium, tu vois, et ils Carrément. soient super contents. Et en plus, avec l'IA, ça t'a permis d'aller un peu plus vite. Oui, clairement, il faut pas se le cacher. Mmh. Il y a toujours cette discussion qui est un peu qui peut être embêtante. Avec de l'IA, il y a des choses qui sont faites automatiquement qu'une autre personne aurait fait manuellement. Et c'est des discussions qui sont pas faciles à avoir. En même temps, aujourd'hui, quand l'IA peut m'aider à développer 2 fois plus vite, Ben, moi, je prends, hein. je prends. Ouais, c'est exactement ça. Je prends. Il faut voilà. Donc ouais, tu utilises toi GitHub Copilot? J'utilise l'IA pour développer, pour fournir aux clients aussi. D'accord. Voilà. Par exemple, l'IA est très, très forte pour modérer un chat. Ah oui, oui, Pour oui. elle, c'est facile, Ah, tu c'est pas vois? mal, ouais, ouais. Donc les messages, ils sont envoyés aujourd'hui, comment elle s'appelle cette IA française? Qu'il faudrait que tu Mistral? Mistral, voilà. Elles sont envoyées aujourd'hui à Mistral, heu et en une demi-seconde, elle a modéré le message suivant énormément de critères. Est-ce que c'est du contenu, avec des critères qui m'intéressent moi, par exemple, est-ce que c'est du contenu à caractère médical? Exact. Tu vois? Alors, il y a toutes les modérations classiques. Mmh. Faut pas que ce soit insultant, pas que ce soit Caractère de base, ouais, pour modérer, oui. et cetera et du coup, nous on connecte ça, les clients ils sont contents parce que du coup, ils ont pas besoin de payer quelqu'un pour modérer les messages. On a quelque chose qui est beaucoup plus rapide. C'est modéré en instantané et c'est pas comme si tu disais: «Attendez, on va relire votre message et après on le publie». Mmh. Donc on l'utilise comme ça. On l'utilise, pour des projets internes. On
On a une IA qui nous écrit des tests unitaires, qui lance une analyse du code pour faire un coverage et qui tente tout seul d'écrire des tests unitaires et puis qui refait un coverage et qui refait des tests unitaires et ça C'est améliore pas mal, un peu le ça. truc. C'est pas ultra stable, mais on l'utilise un peu pour voir ce que ça donne. C'est pas mal. Et après, sinon, ouais, en vrai, GitHub Copilot à fond. D'accord. Et après, moi, j'avoue, j'utilise aussi pas mal l'IA pour discuter de sujets, pour débattre de sujets. Alors même si elle te dit toujours que t'as raison, mais pour débattre de sujets d'architecture, tu vois. Comment on pourrait faire ça? Est-ce que tu penses pas qu'il y aurait une autre façon de faire? Qu'est-ce que t'en penses? Et ça permet d'exposer tes idées. Alors, ça serait mieux de les exposer à quelqu'un de physique, hein, je te l'accorde. Mais sur le coup, tu vois, s'il est 22h, ça te permet de l'exposer tes idées et de voir comment ça réagit et de surtout pas prendre toutes les réponses comme acquis, mais ça te permet d'exposer des idées, ouais. Carrément. Top. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais bien aborder? Ah non, je sais pas. Et puis je suis pas, je suis pas forcément très fort à cet exercice, donc je sais pas. On a couvert pas mal de choses quand même là. On a couvert énormément de choses. Énormément de choses. En tout cas, merci beaucoup. Si quelqu'un veut te contacter si quelqu'un a une idée de SaaS du génie et qui veut travailler avec toi, ou si des personnes ont un projet avec qui ils aimeraient bien travailler, ou une autre personne qui aimerait avoir des conseils, comment on peut te joindre? Alors, le plus simple c'est sur LinkedIn. Ok. Mais après, si vous voulez passer dans l'espace de coworking qui s'appelle La Sirène, à côté du Palais de Justice, vous m'appelez, on prend un café, avec grand plaisir. Trop bien. Allez, donc à côté du Palais de Justice, à Bordeaux, si vous voulez boire un petit café avec Adrien, vous pouvez le contacter sur LinkedIn et je mettrai tes coordonnées en description. Super. Merci beaucoup. Merci Pascal. Et puis à la prochaine. À la prochaine, ciao. Allez, salut.